Prenons les 10 plus grands budgets des clubs de foot en Europe. 5 sont en Angleterre, 2 en Espagne, puis 1 en Allemagne, 1 en Italie et 1 en France. Maintenant, regardons les vainqueurs de la Ligue des Champions entre 2005 et 2025. Tous faisaient partie de ce top 10 sauf 2, l'AC Milan en 2007 et l'Inter Milan en 2010. Milano. Tiens, l'Inter. Pas de place pour les petites équipes, le titre se partage entre 9 clubs. Mais est-ce que le budget d'un club suffit à expliquer son succès? Si la magie du football a disparu alors qu'elle laissait sa chance aux plus petits clubs à une époque, comment expliquer que certaines grosses équipes n'aient pas gagné la coupe sur cette période? Vous en faites pas, je vais bien revenir sur le cas du PSG. Je suis certain que vous avez déjà une réponse dans votre tête, et même les pros du métier le disent. La place que vous occupez dans le championnat dépend de l'argent que vous avez dépensé. C'est un fait statistique. On va essayer d'aller vérifier ça. Après tout, ça n'a pas empêché Leicester ou Lille de gagner des titres récemment. Dans cette vidéo, je vais vous parler de certains travaux de recherche qui ont essayé de quantifier cette problématique en mettant en place des modèles. J'ai essayé de les vérifier dans la deuxième partie de la vidéo. D'abord, faut définir un peu les termes. C'est pas la même chose de parler de budget et de masse salariale. Même si ces notions elles sont très liées, elles avancent pas forcément en parallèle et elles peuvent cacher des stratégies bien différentes. Le budget touche tous les aspects du club, les infrastructures, la formation, les transferts ou encore les salaires, alors que la masse salariale c'est bien sûr que ce dernier poste. Ce graphique schématise le budget d'un club et la part de ce montant mis dans les salaires. On va voir qu'avec un budget élevé, plusieurs stratégies de masse salariale peuvent exister. Première situation, les clubs qui ont un budget élevé et une part de masse salariale prédominante. On dit qu'un club qui a une masse salariale supérieure à 70% de son budget est en déséquilibre structurel. En gros, ils misent tout sur les salaires et sur les transferts sans penser au long terme. L'UEFA, qui gère le foot en Europe, dénonce régulièrement les clubs français de franchir ce seuil. Du coup, ils ont créé le fair play financier, sorte de règlement budgétaire européen qui oblige les clubs à ne pas dépasser un seuil de masse salariale. Il passera d'ailleurs à 70% à la fin de l'année. Deuxième catégorie, des clubs qui peuvent avoir des budgets élevés et des masses salariales modérées. Donc cette fois-ci, on tourne autour de 60% du budget qui passe dans les salaires et le reste dans des investissements durables, comme les infrastructures ou la formation. C'est le cas du Bayern par exemple. Dans le cas où un club est en dessous de 50%, on peut dire qu'il est très prudent, voire trop prudent peut-être. Un dernier exemple très à risque, les clubs avec des budgets restreints mais une grosse part de masse salariale. En gros, on pense à très court terme sur quelques joueurs. Si le joueur se blesse, le club n'a pas forcément les joueurs du centre de formation et pas forcément le staff pour redresser la barque. On peut penser aux clubs menés par des investisseurs sans vision à long terme ou à certains championnats étrangers comme à la Chine à une époque par exemple. Ok, maintenant j'espère que c'est plus clair. Si on fait des comparaisons sur du court terme, on va utiliser la masse salariale et on va comparer des équipes et non des clubs dans leur ensemble, puisque d'une année sur l'autre, les salaires ils peuvent fortement bouger. Pour des comparaisons sur du long terme, on va utiliser le budget d'un club et là ça va nous permettre de regarder la provenance de l'argent par exemple. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Pour me renseigner sur le sujet, je me suis replongé dans un livre qui mêle mes deux passions, le sport et la statistique. C'est Football Hackers. Football Hackers. Sorti en 2019. Chaque chapitre parle d'un sujet de statistique dans le foot. Il y a toute une partie où l'auteur décrit comment le travail de certains chercheurs a changé la manière de créer le budget d'un club. Je vais essayer de vous expliquer ça. Tout a commencé en 2009. À ce moment-là, Manchester United règne sur la première ligue anglaise et remporte son 3e titre de suite. Chose assez rare de l'autre côté de la Manche. Les chercheurs se demandent alors quelle est la caractéristique la plus importante dans le gain du championnat. Est-ce que c'est le fait d'avoir fait les meilleurs transferts? D'avoir le meilleur coach? Pour les chercheurs, c'était le fait d'avoir la plus grosse masse salariale. Ils ont donc testé leur hypothèse en comparant les classements moyens sur 10 ans et la masse salariale de chaque club. C'est ce que l'on peut voir sur ce graphique. Cet axe montre le résultat moyen des équipes. Donc entre 1998 et 2007, United a fini en moyenne à la 2e place. Le second axe, là, montre le budget dépensé dans les salaires. L'unité utilisée, c'est l'écart à la moyenne. Donc Manchester a dépensé 3,16 fois plus d'argent dans les salaires que les autres équipes. On voit qu'il y a très peu de clubs sous la moyenne parce que les chercheurs ils ont pris uniquement les clubs qui sont restés longtemps en première ligue. Il y a très clairement une tendance. Plus il y a d'argent mis dans les salaires, plus l'équipe finit haut en moyenne. J'ai pas dit pour autant que les équipes qui dépensaient beaucoup étaient assurées de gagner. On peut le voir avec Chelsea, qui dépensait énormément déjà, mais qui finissait régulièrement derrière Arsenal. Aujourd'hui, avec presque 20 ans de recul, ça a l'air assez bête. Avoir plus d'argent, ça fait gagner des titres. Ok, merci. Mais ce constat à l'époque, ça a fait changer la politique sportive de pas mal de clubs. Dans son livre, Goal, The Ball Doesn't Go In by Chance,
Ferran Soriano, vice-président du Barça chargé de l'économie à l'époque, a montré comment le club s'est alors lancé dans une folle course à la croissance pour réduire l'écart de budget avec son grand rival, le Real Madrid. C'est une étude qui a ensuite fait des petits. J'ai retrouvé une analyse qui a été faite en France suite à cette publication. Cette fois-ci sur la période 2005-2014, donc au moment où le PSG commence à dominer. Sur cet axe, on voit le nombre de points moyens gagnés chaque saison par les clubs, et en dessous la masse salariale moyenne. Une nouvelle fois, on voit la forte corrélation entre le nombre de points moyens et les salaires. N'oubliez pas que je parle pas du budget total des clubs ici, c'est important. Globalement, il y a un peu une cohérence entre toutes les équipes. On voit quand même 2 paquets qui se détachent, le LOSC, Bordeaux, Monaco, et aussi Marseille, Lyon et Paris. On peut alors tracer une courbe de tendance qui nous permet de voir les clubs qui ont sous-performé par rapport aux salaires payés. Chez les petits, ça a été fatal à de nombreux clubs qui pour certains ont disparu ou qu'on ne verra plus en Ligue 1, comme Arles ou Boulogne. Chez les grands, ça a été plutôt synonyme de déconvenus majeurs, je pense à Lens notamment. A l'inverse, certains clubs ont surperformé par rapport au salaire, comme Montpellier, avec un titre à la clé. Alors évidemment, cette corrélation entre les salaires et le classement final, ça empêche pas les surprises. Leicester gagne le titre de Premier League en 2016 avec le 16e budget de la Ligue. Du coup, des études ont essayé d'aller plus loin en faisant un focus sur les transferts de joueurs. Si je vous demande de miser sur le succès de 2 clubs avec le même budget, est-ce que vous prendriez celui qui mise sur de gros transferts ou plutôt celui qui garde son groupe et augmente le salaire de ses joueurs ? J'ai trouvé un article sorti l'an dernier qui analyse exactement ça avec les équipes de Premier League. Oui, encore la Premier League, il y a plusieurs raisons. Parmi les grands championnats, c'est celui où le vainqueur change le plus souvent, c'est donc intéressant à analyser. C'est aussi la ligue la plus lucrative, donc beaucoup de gens écrivent dessus, on trouve beaucoup de données. Ok, on en revient à l'article. Sur 10 ans, l'auteur a regardé le nombre de points gagnés en fonction de l'argent dépensé en transfert et le nombre de points en fonction du budget du club. Plus le budget est élevé, plus le nombre de points est important, ce qu'on a vu juste avant. Mais de l'autre côté, que des sommes très élevées en transfert ne garantissent pas forcément l'apport de beaucoup de points. Je suis sûr que vous avez plein d'exemples en tête de clubs qui ont investi très cher sans que ça se concrétise dans le palmarès. Je vous laisse les mettre en commentaire. Pour creuser cette histoire de transfert potentiellement néfaste, j'ai trouvé une étude qui a essayé d'appliquer au foot des théories qui viennent du monde des ressources humaines. Paniquez pas, je vous explique. Dans une entreprise, 2 visions du monde s'opposeraient. La théorie du tournoi et la théorie de la cohésion. Dans la première, certains disent que plus il y a d'écart de salaire, plus ceux qui ont les salaires les plus bas vont se battre pour améliorer leur performance et être augmentés. De l'autre côté, la théorie de la cohésion stipule que si une entreprise met tous ses salariés au même niveau de salaire, ils vont alors mieux collaborer et la performance de l'entreprise sera meilleure. L'étude, elle applique alors ces théories dans le foot en s'intéressant au transfert de joueurs stars en MLS, le championnat nord-américain. Contrairement au fonctionnement européen, les ligues nord-américaines sont fermées et les salaires sont plafonnés. Mais pour faire grandir la ligue, les clubs sont autorisés à avoir des designated players, des joueurs qui n'ont pas de restriction de salaire. En science, en général, c'est hyper intéressant de regarder des environnements fermés, de juste faire varier un paramètre. C'est un peu ce qui s'est passé avec la MLS à ce moment-là. L'étude montre que l'arrivée d'un designated player a eu des perturbations sur l'équilibre des équipes. Concrètement, ça a augmenté l'indice de Gini des revenus des équipes. Ça doit parler à ceux qui suivent la chaîne et qui ont vu cette vidéo. En gros, les écarts de salaire, ils ont explosé et ça a abouti à des équipes moins compétitives. Du coup, ça validerait la théorie de la cohésion, où les équipes seraient plus fortes avec des salaires plus homogènes. Ça fait forcément penser au PSG des années précédentes. Alors que cette saison, le groupe semble bien construit dans son ensemble, l'accumulation de stars pendant plusieurs années avait eu raison de la cohésion de l'équipe. On a alors vu que le succès est lié à la masse salariale, mais que ça ne suffisait pas de concentrer l'argent sur quelques joueurs. Concrètement, une équipe doit chercher à faire augmenter la médiane des salaires plutôt que la moyenne. Parce que l'ajout de stars, c'est bon pour la notoriété du club, pour la vente de maillots, mais pas forcément pour gagner des trophées. L'arrivée de Beckham à Los Angeles, ça avait doublé la masse salariale du club, doublé la vente de billets, mais les écarts de salaire, ils avaient aussi doublé sans pour autant aboutir à un gain de performance. Bon, maintenant avec tout ce qu'on a vu, on peut voir si les résultats de la Ligue des Champions de cette année avaient du sens. C'est possible grâce à la nouvelle formule qui classe toutes les équipes entre elles et non plus en petits groupes. Vous commencez à connaître, on regarde sur cet axe le classement final de la phase de groupe et sur l'autre axe, on a la masse salariale.
Ça a été un peu galère de trouver ce chiffre pour les plus petites équipes, ça reste globalement des données confidentielles, contrairement au sport américain par exemple. Mais avec notre échantillon très faible de une année, on voit toujours plus ou moins la cohérence entre le classement et les salaires. On a quand même quelques surprises, le LOSC par exemple qui a mieux performé que les attentes, et à l'inverse City, la Juve ou le PSG qui sont moins hauts qu'attendus. Bon par contre si on regarde les 8 équipes présentes en quart de finale, on retrouve 7 des 10 plus grosses masses salariales. C'est comme si arrivé en juin, les grosses équipes étaient globalement montées en régime, peut-être grâce à la profondeur de leur effectif, ou à la pression de devoir performer dans les grands soirs. Perso, je pensais qu'Aston Villa serait une surprise, mais le club a en fait la 10e plus grosse masse salariale de la compétition, donc ça a du sens. Ce qu'on voit pas sur ce graphe, c'est que c'est le 15e budget, mais ça boucle avec ce qu'on a vu au début, le club met le paquet cette année sur les salaires, et ça a payé. Pas de surprise à ce stade de la compétition, tous les petits ont été éliminés, les seules surprises sont chez les gros, avec les éliminations précoces de City, Liverpool et de l'Atlético, les 3e, 7e et 9e masses salariales de la Ligue des Champions. J'ai voulu vérifier ce qu'on a vu sur les transferts en regardant pour chaque club la balance des échanges de joueurs effectués l'été dernier en millions d'euros. On voit une nouvelle fois que les montants investis ne sont pas synonymes de résultats. On retrouve aux premières places des équipes qui n'ont presque pas effectué de transfert l'été dernier. On voit aussi qu'une balance positive de transfert, donc potentiellement un départ des meilleurs joueurs, n'est pas synonyme de fond de classement. On le voit avec Lille ou Aston Villa. Faudra refaire ces analyses dans 5 ou 10 ans, quand on aura plus de recul sur la nouvelle formule de Ligue des Champions, parce que dire que Liverpool ou le Barça sont des clubs peu actifs sur le marché des transferts, c'est valide pour l'été dernier, mais c'est pas vrai en général. On peut répondre maintenant à notre question initiale, est-ce que l'argent achète des trophées ? Je suis sûr que vous aviez une petite idée en tête avant de cliquer sur cette vidéo. Oui. Forcément, on peut apporter une réponse simple, il suffit de regarder le nombre de titres de champion de France du PSG avant l'arrivée du Qatar en 2011. 2. Et le nombre de titres après l'arrivée des Qataris. 11. Donc évidemment, l'afflux d'argent dans ce cas est tel que cela a permis de gagner des titres. Mais jusqu'en 2025, ça n'a pas permis au club de remporter la Ligue des Champions. J'écris avant la finale. Et sur cette période, d'autres clubs ont gagné le championnat malgré un budget presque 10 fois inférieur. Ce que j'ai essayé de montrer avec tous les articles dans cette vidéo, c'est que l'argent garantit la stabilité du club à un haut niveau, mais ne garantit pas la victoire finale. D'autant plus si l'argent est utilisé pour des opérations à risque, comme les transferts, plutôt que sur la construction d'un groupe sur le long terme. Prenons le cas de Chelsea, plus de 1 milliard d'euros dépensés en transferts, mais pour l'instant, des résultats sportifs assez décevants. Il faut d'autres ingrédients pour transformer cette probabilité en trophée. Ça sera peut-être le sujet d'autres vidéos, mais on peut évoquer la longévité d'un groupe, la formation de jeunes, la prévention des blessures, etc. Le football reste soumis à des dynamiques collectives, humaines et temporelles, que l'argent ne maîtrise pas totalement. Les victoires récentes sont souvent le fruit d'un projet cohérent, patient et structuré, plutôt que d'un investissement soudain. Sans oublier une part de chance aussi. Ça tient parfois à une balle qui finit sur un poteau, à un hors-jeu à quelques centimètres, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et merci à Domingo d'avoir parlé de ma chaîne sur son stream. Dites-moi si j'ai résolu les problèmes de son là quand je parle, j'espère que ça va mieux. En tout cas, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!